Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, du maquignonnage économique et financier à tous les niveaux. Macky Sall, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et Mamadou Moustapha Ba au banc des accusés selon Ousmane Sonko. Les dérapages budgétaires ont été volontairement cachés selon le gouvernement. Décryptage avec le docteur Souleymane Keïta, docteur en économie industrielle, enseignant à l'UCAD. Et puis, quelles conséquences tirer de ces déclarations fracassantes avec le professeur Ibrahima Silla, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger, notre invité dans Soir d'Info, la suite. À la une également de l'actualité, la commémoration de la plus grande catastrophe maritime au monde, le naufrage du bateau le Joola. 22 ans après, les familles réclament toujours justice et renflement du bateau. Des dizaines de personnes calcinées dans un bus accidenté, des corps sans vie de migrants fréquemment retrouvés dans les côtes sénégalaises, une personne électrocutée au poteau à Touba. Quand les Sénégalais sont quotidiennement exposés à l'épouvante, quelles conséquences sur la conscience collective? Reportage à suivre. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Du maquignonnage économique et financier à tous les niveaux de l'État, le gouvernement a vilipendé le régime sortant. L'étendue des dégâts dépasse l'entendement, a même dit le Premier ministre Ousmane Sonko. Compte rendu de la conférence de presse, Daniel Diouf. Le président Bassirou Diomaye Faye avait annoncé la couleur lors de son message du 12 septembre dernier. Les résultats de l'audit font ressortir une gestion publique empreinte de légèreté qui ont occasionné des dérapages volontairement cachés dans la gestion des finances publiques. Adouar Mansar, ministre de l'économie et du plan, a exposé l'ampleur des faits. Le déficit budgétaire a été annoncé à une moyenne de 5,5% du PIB sur la période 2019-2023. Mais en réalité, il a été en moyenne de 10,4%, soit près du double. La dette publique a été annoncée en moyenne à 65,9% du PIB durant la période 2019-2023. Mais en réalité, elle a été en moyenne de 76,3% du PIB en raison des déficits publics plus élevés que publiés. Ainsi, à fin 2023 par exemple, la dette de l'État central, hors secteur parapublic, est à 15 664 milliards, soit 83,7% du PIB, alors qu'elle était annoncée à 13 772 milliards ou 73,6% du PIB. Cette situation grave, selon le Premier ministre, ne restera pas impunie. Les responsables vont répondre de leurs actes. Tous ceux qui ont eu à jouer un rôle, j'ai parlé du ministre Moustapha Ba, j'ai parlé du ministre et du Premier ministre Amadou Ba, j'ai parlé du ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo, Monsieur le Président de la République Macky Sall, qui ne pouvait ignorer ces pratiques, devront expliquer aux Sénégalais pourquoi et comment ils ont pu plonger le pays dans cette situation. Pour autant, tout n'est pas perdu. Une phase de redressement va être enclenchée avec la présentation et la matérialisation du nouveau référentiel. Le gouvernement prend l'engagement de ramener la dette de l'État central de 83,7% du PIB en 2023 à moins de 70% dans des délais raisonnables. Nous nous fixons cet objectif non seulement parce qu'il correspond à nos engagements dans le cadre de l'UEMOA, mais également parce qu'il correspond à nos capacités actuelles d'endettement, compatibles avec une économie saine et prospère, portée par un secteur privé fort. Le nouveau référentiel sera rendu public le 7 octobre prochain, avec pour objectif de redresser la situation à terme. Merci Daniel. Les responsabilités seront situées. Ces faits sont répréhensibles de poursuite pénale selon le garde des Sceaux Ousmane Diagne que voici. Ces faits sont d'une gravité certaine et semblent revêtir une qualification pénale
que les autorités judiciaires compétentes saisies vont devoir déterminer aux moyens d'investigation qu'elles jugent appropriés. Il appartiendra donc aux autorités judiciaires et policières de le déterminer, c'est leur travail. Mais ce que je peux dire, c'est que ce sera fait avec le maximum de rigueur, de transparence et sous réserve des règles du principe de la présomption d'innocence. Et pour aller plus loin avec le docteur Souleymane Keita. Bonsoir docteur. Bonsoir Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Spécialiste des finances publiques et docteur en économie industrielle. Nous venons d'assister à cette conférence de presse du gouvernement. Comment, selon vous, cette situation jugée catastrophique a pu se produire? Merci d'abord Chérif pour l'invitation. De prime abord, je vais emprunter la sagesse de Confucius qui disait pour ne pas aller en guerre, il faut bien définir les termes. Et ici, donc, la situation telle qu'elle est présentée, elle est catastrophique, c'est vrai. Je prendrai la précaution d'un scientifique que je suis. D'abord pour dire, aujourd'hui, on nous a présenté une situation très très catastrophique. Oui. Et du coup, comment on est arrivé à cette situation? D'abord, je peux dire des choses. Fondamentalement, il y a le rapport également au niveau de la Cour des comptes que nous attendons pour pouvoir étayer effectivement ce qui a été dit. Absolument. Et donc ça c'est une première chose. Oui. Et parce que ça nous permettra justement de voir les chiffres qui ont été dit, l'exactitude de ces chiffres-là. Parce que ça reste la version du gouvernement. Là, exactement, c'est pourquoi j'ai dit donc que la prudence, n'est-ce pas, de l'intellectuel que je suis, donc me permet d'abord en fait d'apprécier de façon globale la situation. Maintenant, comment on est arrivé là? C'est qu'aujourd'hui, avec les réformes des finances publiques, il y a eu un certain nombre de facilités que, donc, dans le cadre de financement, n'est-ce pas, des programmes d'infrastructures que l'État du Sénégal avait mis en place pour permettre effectivement le financement de ces infrastructures. Dès dans la conférence de presse, il a été dit, comme les offres spontanées, plus d'autres, en tout cas, facilités qui ont été faites pour permettre effectivement à l'État d'avoir des fonds pour pouvoir financer un certain nombre de choses. Donc les gens, certainement, à partir de certains nombres de superfuges, sont passés outre, n'est-ce pas, pour renflouer les propres caisses au lieu de renflouer les caisses de l'État. Donc je pense que la situation est devenue catastrophique à ce niveau. Première chose. Deuxième chose également, du point de vue de l'image du Sénégal, c'est catastrophique parce qu'aujourd'hui, l'information, elle est importante. J'avais vu, donc, lors du dernier sommet de Davos, le premier risque majeur, ce n'est pas le risque climatique, ce n'est pas le risque de la santé, c'est le risque d'information. Donc le manque d'information est aujourd'hui un risque très important qui est estimé à plus de 1000 milliards de dollars. Donc par conséquent, nos économies, on gagnerait mieux à donner les bonnes informations sur nos économies pour nous permettre effectivement d'avoir la crédibilité, pour aussi que la signature, n'est-ce pas, de nos pays puisse prendre en compte. Oui, et pour encore une fois revenir sur cette question, comment cette situation a pu se produire, puisque selon les termes du Premier ministre, le gouvernement sortant a dupé le peuple, mais aussi les experts du FMI, qui ne sont pas non plus quand même des élèves en matière économique. Comment ils ont pu être dupés? Ok, en fait, il ne faut pas... La situation, si vous l'analysez comme ça, beaucoup de personnes l'analysent comme ça, se trompent. Parce que pourquoi? Le FMI ne prend pas les chiffres. Le FMI se base sur les chiffres que l'État les donne pour les analyser. Justement, c'est ça le problème. Tout le temps que le FMI ne fonctionne, le FMI ne vient pas pour chercher les informations dans aucun pays au monde. C'est le pays qui envoie l'information. En fonction de ça, maintenant, le FMI met en place les programmes macroéconomiques pour vous permettre, n'est-ce pas, de suivre. Donc c'est exactement, c'est comme ça que ça se procède. Donc c'est pas le FMI qui vient chercher les informations, c'est l'État qui donne les informations au FMI. Donc en fonction de ça, maintenant le FMI analyse la situation du pays. C'est pour ça qu'on parle de dérapage budgétaire volontairement caché. Exactement, volontairement caché, parce que quel que soit Alpha, le FMI se base toujours sur les chiffres de l'État pour pouvoir faire des projections et pouvoir faire l'analyse de la viabilité de la dette. Donc par conséquent, c'est l'État du Sénégal qui a donné les informations au FMI. Donc c'est pas de la duperie de la part du FMI, ben manque de rigueur, mais le FMI se base toujours sur les chiffres. Oui, sur la dette, le plafond a été explosé, en tout cas le plafond de l'UMOA. Le projet, le nouveau référentiel va permettre de revenir pour atteindre, en tout cas respecter les critères de convergence de 70% de déficit, déficit budgétaire sur le PIB. Sur le PIB. Est-ce que vous pensez qu'on peut revenir pour respecter ces critères de convergence qui, rappelons-le, ont été
c'est jugé quand même obsolète en un moment. Oui, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, en tout cas en économie, on ne peut pas fixer un seuil d'endettement à nos pays. Je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la dette, le taux de 70% par rapport au PIB, je fais pas des économistes qui pensent qu'aujourd'hui, c'est obsolète. Mais aujourd'hui, on est dans une zone qu'on appelle l'UEMOA. On a les critères de premier rang, comme par exemple, aujourd'hui, le déficit du PIB par rapport, le solde budgétaire par rapport au PIB doit être inférieur à 70%. Aujourd'hui, les derniers chiffres qui sont sortis, on est autour de 90 et quelques %. Donc ça veut dire qu'on est largement en descente. On a explosé les normes. Donc par conséquent, il faut faire ce qu'on appelle une gestion rigoureuse, n'est-ce pas, de la dette. Donc c'est ce qui nous permettra de ramener effectivement à la situation normale. Mais à entendre parler le ministre de l'économie et des finances, il y a un engagement qui a été pris. Donc justement pour ramener effectivement le seuil à 70%. À partir, n'est-ce pas, d'un processus d'endettement mitigé, effectivement contrôlé, n'est-ce pas, de l'État. Voilà. Malgré cette situation qu'on peut qualifier aussi d'aveu finalement du gouvernement, on insiste sur l'endogénisation de l'économie. Est-ce qu'on peut y arriver avec le retard qui sera pris? Ok, parce que cet aveu-là, effectivement, je voulais revenir là-dessus, il y a deux situations possibles. C'est catastrophique parce qu'aujourd'hui, cet aveu pouvait avoir un impact négatif sur la signature du pays, parce qu'on va dire maintenant, les autres chiffres maintenant qui viendront, on ne va pas pouvoir le faire. Maintenant, également, l'État a pris la précaution de prendre le risque de donner les bonnes informations pour permettre effectivement de corriger le tir, pour ne pas que donc la situation continue. Parce que quand on va continuer à aller sous les fausses informations, ça ne permettrait pas d'avoir de la visibilité, n'est-ce pas, sur la dette. Oui. Que retenez-vous après avoir suivi la conférence de presse comme vraiment déclaration qui aura été vraiment marquante selon vous? Oui, c'est que en tout cas, je suis avec une attention particulière la conférence du Premier ministre. Et la suite, ce que je retiens, c'est quoi? C'est que pendant tout le temps, nous travaillons sur les questions de la dette depuis des années. Et donc les informations qu'on nous a toujours fournies. Et là, si je me rends compte aujourd'hui, les dernières années, nous sommes en train justement de travailler, n'est-ce pas, sur le seuil de la dette, justement par rapport à 70%, la faisabilité par rapport à ça. Nous sommes en train de préparer un article sur ça. Donc nous nous sommes rendus compte que donc, les informations qu'on a toujours utilisées et pour faire des recommandations ont toujours été fausses. Et ça, c'est dangereux, ont été biaisées. Donc par conséquent, les mesures que nous allons proposer et que nous avons toujours proposées, ces mesures-là ne vont pas s'appeler. C'est ce qu'on appelle en statistique une erreur de deuxième espèce. C'est-à-dire que vous avez des bonnes analyses qui reposent sur des fausses informations. Donc par conséquent, c'est pourquoi les mesures de politique économique que nos autorités ont toujours prises n'ont jamais eu d'effet, parce que ça repose effectivement sur des estimations qui sont vraies, mais donc les chiffres sont faux. Sur des informations erronées. Merci beaucoup, docteur Souleymane Keita, enseignant, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste de l'économie industrielle. On va aller plus loin tout à l'heure sur les conséquences économiques de ces déclarations fracassantes avec le professeur Ibrahima Silla, enseignant, chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. L'autre grand titre de cette édition, c'est la commémoration du naufrage du bateau le Joola. 22 ans après, les familles des victimes réclament justice, mais aussi le renflement du bateau. Voyons tout cela avec Ibrahima Kane. Le 26 septembre, une journée empreinte de tristesse pour Lamine Beng et Ousmane Tine. J'ai perdu mon oncle Mamadou Tine qui était en formation en exécution. C'est un magistrat. Au retour, il a disparu au niveau du naufrage du bateau Joola. En ce jour marquant le 22e anniversaire de la plus grande catastrophe maritime que l'humanité ait connue, la tragédie refait surface dans leurs pensées. C'est une tragédie vraiment triste et voilà, donc nous voudrons que l'État du Sénégal nous accompagne. C'est des moments de tristesse, vraiment beaucoup d'émotions par rapport à ce qui vient de se passer le 26 septembre. Les années passent, mais leur vœu n'est toujours pas exaucé, notamment le renflouement du bateau. Pour nous, c'est inacceptable que un accident de telle nature se produit dans un pays normal et que personne n'est responsable. Et le procureur à l'époque avait donc classé le dossier sans suite pour des raisons fallacieuses. Donc il dit que le seul responsable c'est le commandant. Est-ce que ce dernier est resté donc dans le bateau? Donc nous ne pouvons pas l'accepter. C'est le renflouement du bateau et la justice. Parce que le procureur à l'époque, il a classé ce dossier sans suite. Et c'est inadmissible parce qu'il y a 1000 et quelques morts. Donc on va citer les responsables
par rapport à l'ancien président, Maître Abdoulaye Wade, son premier ministre Madior Boye et d'autres qui étaient là. Septembre 2002, 26 septembre 2024, 22 ans jour pour jour que sombrait le bateau le Joola avec à son bord plus de 2000 personnes. Les familles des victimes continuent de réclamer justice en vain. Et puis revenons sur cette série de catastrophes au Sénégal entre accidents et corps recrachés par la mer, des corps sans vie de candidats à l'immigration clandestine. Quelles conséquences sur la conscience collective? Nous avons posé la question au psychologue Dr Lahbib Ndiaye. Nos équipes l'ont rencontré à Saint-Louis du Sénégal, Ousseynou Diop, Fabib Seck. L'immigration irrégulière a atteint son paroxysme. Ces derniers jours, beaucoup de jeunes quittent le pays et les morts et les disparus se comptent par centaines. Les images, malgré leur sensibilité, ne sensibilisent plus le commun des mortels. Le danger est bravé chaque jour par les jeunes au péril de leur vie. On dirait qu'il n'y a plus d'espoir. Quand on dort, on a espoir. Le psychologue Serigne Lahbib Ndiaye voit les choses autrement. Pour lui, c'est d'abord la pression familiale qui transforme radicalement les jeunes, mais aussi la banalisation du danger dans notre pays. Et on ne comprend pas pourquoi ils le font, mais il y a des explications. D'abord, c'est la pression sociale, familiale, le désir de réussir ici chez nous. On pense que la réussite n'est pas possible au Sénégal. Vous n'êtes pas sûr que vous serez au bout du voyage. Vous avez entendu les morts, mais vous voulez toujours tenter. Le principe des responsabilités est aujourd'hui engagé selon le psychologue. Il prône un changement de comportement et de paradigme. Leur enseigner qu'il est possible de vivre dignement, qu'il est possible de se comporter dignement. Quand vous avez des vies entre vos mains, vous faites tout pour sauvegarder ces vies. C'est le principe des responsabilités. Serigne Lahbib Ndiaye propose aussi une séance de ndeup générale pour réorienter les Sénégalais. Je crois que c'est un ensemble de questions qui méritent réflexion de notre part, qui méritent que nos gouvernants, que les associations, que le peuple participe à cet élan de ndeup national, comme on a l'habitude de se dire, de se regarder, de faire une introspection et de voir qui sommes-nous, qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que nous voulons construire demain pour notre pays, pour notre famille, pour nos... Le Sénégal traverse des moments difficiles avec la disparition de plusieurs concitoyens sur la route, dans les inondations ou encore dans la mer. Des catastrophes qui méritent une réflexion approfondie des autorités étatiques et des partenaires. Merci beaucoup Ousseynou. Dans l'actualité également, Souleymane Jules Diop magnifie le discours du président de la République au 19e Assemblée générale de l'ONU sur le Sahel et le conflit israélo-palestinien. Le chef de l'État, vous le savez, a pointé du doigt la rivalité entre puissances étrangères qui exacerbe les tensions dans ces zones. Le voici avec Chérif Dia. Je crois qu'on peut, sans esprit partisan, saluer un discours élevé, un discours fort, un discours de haute facture du président de la République sur deux sujets en réalité ont un lien commun. C'est la question évoquée du jeu d'influence. Ce problème-là, comme l'a posé le président de la République d'ailleurs, parce que le Sénégal, depuis la résolution 242 et l'appel à son respect en 1973, à partir de ce moment-là, le Sénégal préside le comité de défense pour le respect des droits du peuple palestinien. En réalité, il s'agit de quelque chose de très simple. Le Sénégal ne prend pas parti en disant tel parti a raison, tel parti n'a pas raison. Non. Le Sénégal a dit il y a un principe qui est inscrit dans la charte de l'ONU. Il y a deux principes qui parfois peuvent être contradictoires. Je vous dirai pourquoi. C'est le principe à la fois du droit des peuples à l'autodétermination et deuxièmement le principe de la souveraineté des États. Parfois ces principes sont contradictoires et se contredisent. Et comme ça, on a divisé le Moyen-Orient, le Levant est devenu le Liban, et on a mis ensemble des peuples qui n'ont rien à voir ensemble. En vérité, ces jeux d'influence, on les a connus en Afrique.
Tout autre chose, le collectif des sortants de la FASTEF 2022 exige leur intégration dans la fonction publique. Selon ses membres, ils devraient intégrer la fonction publique depuis 1 an conformément à la loi, mais ils sont toujours laissés en rade. Leur porte-parole avec Ibrahima Kane. Depuis 2022, nous sommes plus de 500 collègues affectés dans les IA. Et depuis 2022, nous courons toujours derrière notre intégration à la fonction publique. Pourtant, selon la législation en vigueur, notamment à son décret 2009-12-97 du 19 novembre 2009, les professeurs contractuels doivent faire 1 année de contractualisation pour être intégrés dans la fonction publique. Cependant, nous sommes au regret de constater que c'est plus de 500 collègues qui courent toujours derrière cette intégration. Nous avons organisé ce point de presse pour alerter, informer encore une fois les autorités compétentes, en l'occurrence Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, à son Premier ministre Monsieur Ousmane Sonko, au ministre de l'Éducation nationale et au ministre de la fonction publique, de régulariser dans le meilleur délai, autrement dit, bien avant la rentrée de 2024-2025, la régularisation définitive de la situation des professeurs contractuels. Et puis retour sur la commémoration du naufrage du bateau Le Joola. Je vous le disais, les familles réclament toujours justice et le renflement du bateau. Les plaies restent béantes 22 ans après cette tragédie. Au cimetière de Mbao, l'émotion était grande lors de cette cérémonie ce matin à Bifaye. Il vit avec cette souffrance depuis 22 ans déjà. Boubacar Sow vient de la Guinée-Bissau. Chaque année, il vient assister à la cérémonie de commémoration du naufrage du bateau Le Joola. Il en a perdu 3 membres de sa famille. Pardon. Parce qu'aujourd'hui, je ne pouvais pas aller au plage. Mon petit frère ne mange pas de boisson à cause de lui. Depuis ce jour-là, il dit que non, je ne mange pas de boisson parce que mon petit frère, c'est le poisson qu'il mangeait. C'est venu de Bissau. Demande pardon à notre frère, à mon petit frère, sa femme et son enfant. Ils sont tous là. On ne l'a jamais vu. Le bateau, il est où? On ne sait pas. Est-ce qu'il est là? Il est dans le bateau. Aïssatou Diallo aussi souffre depuis le 26 septembre 2002 après avoir vu ses enfants devenir orphelins. Aujourd'hui, elle est accompagnée de la tante des enfants. Chaque année, gombi da yëngatu. Moma tak bamay xalé. À 18 ans. Mama mom ñaari doom yu góor. Mu tàggu ma dem ci bato bi. Ba tey génn. Ba tey 8 personnes yi mu àndaloon kenn génn. Ñoom ñëpp ñu ngi ci biir bato bi. Mu nekk lu metti mu nekk góom boo xam ne du wér ba faaw mu nekk mettitu xol boo xam ne day sax abadan daay man. Bon, je suis triste parce que si tu viens ici, tu vas 22 ans qu'on est là. C'est un peu triste. Bon, quand on a des enfants, on voit les enfants, on les regarde avec les parents, c'est un peu triste. Les parents des victimes du Joola réclament la réouverture du dossier. Il faudrait que justice soit faite et que nous rendrons justice à l'endroit des disparus du naufrage du Joola. Mais aussi, nous voudrons le renflouement du bateau. Pour nous, la mer n'est pas un cimetière. Pour le respect des familles, pour le respect des disparus. Bon, je lui dis qu'il veille sur les enfants, il aide les enfants et les parents. Parce que, tu sais, la vie est un peu dure. La directrice de l'Office national des pupilles de la nation rassure. En tout cas, li jëm ci insertion mun naa wax majeur yi orphelins yi ñu ciy liggéey depuis bi ñu egsee ci office ba tey ñoo ngi jéem a xool tamit partenaires yi mun a ànd ak ñun pour insertion professionnelle yi waaye yemuñu rek ci ndaw ñi ndax jigéen ñi tamit veuve yi. L'épave du bateau est toujours dans l'océan. Les familles des victimes ont remis le couteau dans les plaies toujours béantes et qui peinent encore à se cicatriser.
Merci Habib. Allons maintenant à Fatick, un atelier pour pallier tout incident marin relatif à l'exploitation du pétrole de Sangomar a eu lieu ce mardi à Foundiougne précisément. L'exploitation du pétrole implique des défis environnementaux et le delta du Saloum a un flot fort potentiel à protéger un déversement de pétrole qui impacterait négativement l'environnement et la pêche. Reportage Aminata Goudjabi, Abdou Karim Bey. L'extraction et le raffinage du pétrole offshore de Sangomar expose les communautés à d'éventuels dégâts. Une catastrophe maritime non souhaitable pourrait bien subvenir et ce serait un coup dur pour l'environnement et les activités de pêche. L'impact d'un incident pétrolier en mer serait catastrophique non seulement pour la navigation, mais surtout pour nos côtes, nos ressources halieutiques et l'ensemble des populations qui dépendent de la mer pour vivre. La ASMAR prend les devants. Elle est en conclave à Foundiougne pour 4 jours. Les forces de défense en service dans la région et les élus locaux sont associés à cette rencontre. Les échanges permettront d'établir un dispositif de riposte afin de réduire les risques liés à tout type de pollution marine. Avec le début de l'exploitation des gisements offshore de Sangomar, notre pays entre dans une nouvelle ère de développement économique. Ce potentiel énergétique offre des perspectives prometteuses pour le Sénégal, mais il vient également avec des défis importants, notamment en matière de risques environnementaux. Vendredi prochain, il est prévu à Foundiougne une simulation pour mieux sensibiliser les communautés des zones côtières sur les menaces auxquelles elles pourraient faire face. Cet exercice n'est pas seulement un simple entraînement, mais une simulation essentielle pour tester notre préparation à répondre efficacement à ces menaces. Le delta du Saloum que nous avons le privilège de côtoyer ici à Fatick est un trésor naturel d'une importance capitale. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce delta abrite des écosystèmes fragiles, mangroves, forêts et zones humides qui servent de refuge à une biodiversité unique. Les pêcheurs et les communautés locales qui vivent en harmonie avec ces ressources seraient parmi les premières victimes en cas de pollution marine. La combinaison de ces risques appelle une vigilance accrue et une capacité de réponse rapide. C'est pourquoi la ASMAR s'efforce de renforcer les moyens de surveillance, de prévention et d'intervention en cas de crise. Nous savons que la plateforme de Sangomar n'est pas loin du département de Foundiougne. Donc il nous faut aujourd'hui renforcer la capacité des services techniques pour qu'en cas de pollution marine, pour qu'on puisse savoir ce que chacun doit faire. Un atelier a déjà été organisé à Saint-Louis sur la même thématique. Merci Aminata, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant avec le professeur Ibrahima Silla pour Soir d'Info. La suite, à tout de suite.